Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Heureux de vous retrouver après une semaine de repos suite familiale. Nous tenons à remercier nos éditeurs et éditrices qui ont essayé de nous joindre par voie mail et parfois par téléphone pour savoir le pourquoi de cette absence. Il n'y a rien et merci à ces fidèles auditeurs et auditrices qui nous suivent en live par rapport à l'émission marocaine Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, une émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc et la valorisation des compétences franco-marocaines, bien entendu dans un cadre global, la coopération Nord-Sud-Sud. Arc-en-Ciel. Ce jour-là, le temps de rentrer en contact avec une compétence marocaine de qualité, de très 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 haute qualité, on vous laisse avec cette pause musicale qui rend hommage quelque part à la culture amazigh, une culture ancestrale dans notre pays, notre cher pays, le Royaume du Maroc, notre pays d'origine, de la chanson amazigh, Al-Marhoum Al-Hajj Bel-Eid. ولدك فايخ فين ويتذلت وكيس بريان مبول ما لم يزري الدنيا وكيس بريان يقول كادك دميق إما الأحباب وراك فيه ونصبراغ Sur ces belles paroles et ce beau rythme ancestral de la culture amazigh, nous sommes en direct avec un enfant du pays, un enfant qui a bien tracé son chemin et c'est un grand honneur pour nous de le recevoir aujourd'hui sur l'antenne et l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Nous sommes en direct avec la compétence franco-marocaine, Monsieur Bassir Karim. Bonjour, c'est Karim. Bonjour, c'est Abdelatif et bonjour à tous les auditeurs. Marhaban, c'est Karim Bassir, une compétence franco-marocaine, une compétence qui travaille d'une manière professionnelle et en continuité, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan associatif, montre à quel point la richesse de donner pour son pays d'origine, c'est une bonne chose. Je souhaite tout simplement faire découvrir M. Karim Bassir à nos auditeurs et auditrices. Karim Bassir est titulaire d'un master politique de vieillissement et de Silver Economy en Sciences Po Paris en 2012. Et aussi, il a un master en business and management à l'Institut supérieur de la gestion de Paris en 2003. Master en finance à St. John's University à New York en 2002.
Master in Finance and Marketing à l'ICU, l'Université de Tokyo, à 2001. La spécificité de notre invité de ce jour, et ça c'est rarissime d'avoir parmi nous un franco-marocain qui maîtrise la langue et n'a pas n'importe quelle langue, c'est la langue japonaise. Monsieur Bassir Karim parle 6 langues, française, anglaise, allemande, arabe, japonaise et bien entendu berbère. Karim Bassir aussi c'est un acteur associatif et qui œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat au Maroc par l'intermédiaire bien sûr des franco-marocains ou des marocains résidant notamment en France. Donc il fait partie de l'association Maroc Entrepreneur de Paris et aussi jusqu'à ce jour, depuis 2008 et de 2005 à 2008. Et il était dans l'association Synergie France-Maroc à Paris, responsable de commission médico-sociale de 2003 à 2015 et ça continue encore, association Tanalt Développement à Agadir, développement de projets d'électrification rurale dans la commune de Tanalt et depuis région Sousse, maintenant on appelle région Sousse, c'est plus Sousse Massadra, et les coordinateurs de ce beau projet. De 1998 à 2003, il était aussi membre de l'association AMGE, Caravane de Paris. C'est une association de renom qui est connue et reconnue pour soutenir aussi les compétences franco-marocaines et marocaines opérant sur le territoire français. Actuellement, il est consultant en création et développement d'entreprises à Paris, responsable des relations publiques pour Maroc Entrepreneur et animation, soutien et appui d'associations de la diaspora marocaine. On continuera par rapport à ce long CV de Karim Bassir dans notre discussion qui va être une discussion très ouverte sur un certain nombre de points qui m'inspirent pas mal d'idées, notamment le capital immatériel de ces franco-marocains qui opèrent et qui valorisent l'image du Royaume du Maroc à l'étranger, mais aussi sur des actions bien ciblées et leur rôle aussi dans le cadre de la coopération Nord-Sud-Sud et quel apport positif qu'ils peuvent porter à la France, mais aussi au Maroc avec une projection panafricaine. C'est Karim, marhaban. Merci, c'est Abdelatif. Karim Bassir, c'est une compétence franco-marocaine. Pourquoi ce choix de l'entrepreneuriat? Alors je vais revenir à la chanson qu'on vient d'écouter de l'Hajj Belaïd, que les auditeurs ont eu la chance d'écouter au début de cette émission, qui a quelque part un précurseur dans l'entrepreneuriat, car c'est quelque part aussi le reflet aussi de mes origines. Je suis originaire de la région de la région de Sousse Massa, qui était auparavant Sousse Massadra, et plus précisément autour de la commune de Tanalt, qui est proche de Tafraout, donc vraiment dans l'arrière-pays et dans les montagnes, qui est aussi le berceau de ce chanteur qui a été un des premiers pionniers de la création poétique et musicale amazigh au Maroc. Et quelque part, à travers les paroles de Akaïs Barian, c'est ce souci et cette volonté de persévérer dans l'entrepreneuriat. Et quelque part, que quand tu m'as dit choisir un artiste marocain, j'ai pensé directement à lui, car il a été un des premiers à lancer cette industrie culturelle qui n'est plus à démontrer au Maroc et à travers le monde, qui est un véritable relais de croissance pour le pays. Et je pense que l'entrepreneuriat vient véritablement de mes origines. Souci qui était en grande majorité des entrepreneurs qui ont commencé commerçants, bergers à l'origine, la plupart, puis commerçants par la suite. Et je pense que tous les auditeurs reconnaîtront le Hanout, qui en a à peu près 80 000, qui quadrille le pays, 80 000 épiceries, qui sont en grande majorité, qui ont été créées par ces gens-là, originaires de cette région. Et je pense que à travers c'est familial, et donc j'ai gardé un petit peu cette racine entrepreneuriale et commerçante qui a un petit peu guidé tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui.
Justement, il faut préciser à nos auditeurs et auditrices, si le Hajj Bel'Eid, il est né en 1873 et il est mort en 1945. On parle quand même d'un certain temps. C'est un poète marocain de culture berbère Chlouh, originaire d'un village de la région tunisienne. Et c'est quelqu'un qui a enregistré son disque chez Pathé Marconnet à Paris en 1937. Donc, c'est tout un symbole et c'est l'occasion ou jamais pour nous dans cette discussion par rapport à ces berbères qui ont marqué l'histoire de la chanson, qui ont marqué l'histoire de la culture marocaine, qu'il faut spécifier. On vient de perdre un des stars et un parmi les grands de la chanson amazigh. C'est Al-Hajj Mouha Al-Hussein Achiban. Y a-t-il un petit mot à dire par rapport à le maestro, comme on l'appelle, c'est Karim Mouha Al-Hussein Achiban? Oui, l'Arhmo, comme vous avez dit, il fut surnommé maestro par Ronald Reagan et il est considéré comme l'un des éminents interprètes de la chanson amazigh au Moyen Atlas. Et il n'est plus à démontrer que malheureusement suite à cette longue maladie, il s'est battu jusqu'au bout et il est décédé l'Arhmo à l'âge de 113 ans et il a pris part à la résistance pour lutter pour l'indépendance du Maroc et il a développé un long parcours artistique qui n'est plus à démontrer, qui lui aussi quelque part est un interprète de la culture amazigh et marocaine à travers le monde, sur le plan national et international. Mais ce qui est beau, c'est cette richesse de culture, cette richesse différentes composantes de la société marocaine, arabe, chalh, différentes religions, juifs, musulmans, chrétiennes. Cette richesse, que vous inspire-t-il? Comme je m'attelle à le dire, le Maroc a une spécificité en prenant en compte l'ensemble de ses origines, à la fois berbère, amazigh, arabo-musulmane, hébraïque, sur l'ensemble du territoire, qui est à la fois, c'est une mosaïque, moi c'est comme ça que j'ai l'habitude de présenter un petit peu le Maroc, et qui crée cette spécificité au niveau africain et international, et qui quelque part reflète un petit peu une des particularités des Marocaines et des Marocains, à savoir cette hospitalité et cette tolérance à travers les âges et à travers le développement du monde, qui fait que les Marocaines et les Marocains sont connus pour cette hospitalité, pour cette tolérance qui est, d'après moi, très important aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Bien entendu, vraiment convaincu de cette richesse et cette valeur ajoutée donc, dans notre société qui est reconnue à l'échelle internationale partout. Donc il y a une reconnaissance de cette stabilité, de ce passage réussi aussi du printemps arabe. C'est grâce à cette richesse de sa culture, cette richesse aussi de sa société, que le Maroc a pu traverser la période la plus noire dans l'histoire récente du monde musulman, le printemps arabe ou l'hiver arabe, ou j'en sais rien comment on va l'appeler, mais cette période noire qui a traversé ces pays, et Dieu sait, il y a un grand nombre de pays arabes qui sont en train de souffrir encore de cet soulèvement qui est juste par rapport aux injustices, et le Maroc a su, à travers une politique clairvoyante, à s'adapter et à montrer comme quoi le Maroc c'est un pays flexible et c'est un pays ouvert à travers ses actions et à travers aussi, bien entendu, de sa population hétérogène. J'ai une petite question, c'est Karim, parce que le débat avec vous, ça va être très 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 varié, en toute sincérité. Je suis très heureux d'avoir quelqu'un qui est en face de moi quand même avec une banque de données assez importante. Mais il y a quelque chose qui m'inspire. On va continuer dans l'entrepreneuriat et on va parler un petit peu, c'est les matières, au sujet de l'association Maroc Entrepreneur. De quoi il s'agit réellement et comment ça fonctionne? Alors, Maroc Entrepreneur, c'est une association qui a été créée en 1999. On a 16 ans, bientôt 17. Elle a été créée à l'initiative de jeunes Marocains
qui se sont dit en 99, qui est une année clé au Maroc, hein, à la fois le décès de l'Aïrahman feu Sa Majesté Hassan II et l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Donc à l'époque, il y a eu un élan de quelques jeunes Marocains et de cadres marocains qui se sont dit et pourquoi pas participer et contribuer au développement économique de notre cher pays. Et c'est de là qu'a débuté l'aventure Maroc Entrepreneur. C'était au sein d'une école de commerce parisienne, ESCP Europe, que tout a démarré. Et de fil en aiguille, l'association s'est développée et a pris différentes directions. Un des premiers axes, c'est d'encourager en fait les Marocains qui vivent à l'étranger ou les personnes fortement attachées au Maroc à créer leur entreprise dans le pays. Donc en fin de compte, on essaye de faire découvrir l'univers de la création d'entreprises, mais dès le pays dans lequel les Marocains vivent, donc à savoir la France, en essayant de leur donner le maximum d'informations sur l'actualité socio-économique du Maroc. Parfait. Donc, quelque part, donc, vous êtes à jour par rapport à ce gros chantier qui s'appelle le Royaume du Maroc et les différentes possibilités d'opportunités pour toute personne qui souhaite investir dans notre pays. Tout à fait. Donc, sur ces 15 années, on a suivi un petit peu le développement du Maroc. Et en même temps, on essaye aussi d'établir une synergie entre parfois les entreprises qui sont basées au Maroc et des compétences aussi marocaines qui sont ici, qui quelque part, nous ne sommes pas rentrés dans la logique est-ce qu'on retourne au Maroc ou on ne retourne pas, mais plus dans une logique de mobilité circulaire. Nous nous sommes rendus compte à travers ces 15 années qu'il y a toujours eu des allers-retours entre le Maroc, la France, le Maroc, et quelque part on a essayé de créer ce pont entre ces deux rives pour essayer de faciliter et de faire comprendre au mieux le développement du Maroc qui s'est établi sur ces 15 dernières années. Donc concrètement, on a mis en place un programme qui s'appelle Tremplin Maroc, qui est un programme en fait d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc typiquement en début d'année, on choisit des porteurs de projets qui sont sélectionnés, donc en général des projets innovants qu'on juge qu'ils ont vraiment besoin d'accompagnement, et on leur fait un programme de formation ici. En fait, on essaye de les coacher au maximum de telle façon à ce qu'ils réussissent la création de leur entreprise. Donc véritablement, nous sommes dans une logique d'accompagnement pour essayer très souvent, il y a des questions qui paraissent parfois, quand nous sommes à distance, on n'arrive pas très bien à comprendre le terrain local, mais parfois en ayant quelques contacts, en étant accompagnés. Donc nous, le programme Tremplin Maroc, nous essayons d'accompagner à monter le business plan de telle façon à ce qu'il soit présentable auprès des investisseurs. Donc voilà, ça c'est le programme Tremplin Maroc qu'on réalise. Là, nous en sommes à la 10e édition et aussi nous organisons des rencontres, typiquement des conférences sur des thématiques un petit peu novatrices et on essaye un petit peu aussi d'apporter notre pierre à l'édifice en présentant des sujets novateurs ou des sujets qui n'ont pas forcément été abordés au Maroc et qui pourraient intéresser à la fois les Marocains qui sont basés au Maroc, mais aussi la diaspora marocaine et toutes les personnes en fait intéressées par pourquoi pas tenter une aventure au Maroc et développer du business. La question qui se pose, ça fait 10 ans que vous faites ça, et y a-t-il un chiffre à présenter à nos auditeurs et auditrices par rapport aux entreprises que vous avez pu accompagner pendant cette période-là? Oui, donc en fait, en règle générale, on accompagne 5 à 6 entreprises par an. Nous en sommes à une 50aine d'entreprises que nous avons accompagnées et nous avons un taux de réussite de 30%. Qui est dans la moyenne des réussites. On a typiquement c'est tout type de projets. On a eu des projets dans le traitement de l'huile alimentaire. On a eu des projets dans les télécommunications, Medina Télécom, qui a développé un produit dans les télécoms. On a eu une jeune demoiselle qui a développé
un système de coffret cadeau, donc toute une palette de services et de produits que nous avons accompagnés. Et typiquement l'avant-dernier là que j'ai en tête, c'est deux jeunes qui voulaient développer une entité dans le traitement du plastique en fait, dans le recyclage. Donc voilà un petit peu toute la palette des entreprises que nous avons accompagnées. J'ai entendu comme quoi il y a presque 30% de réussite, et la raison qu'il n'y a pas un plein à 100%, c'est quoi la raison pour que des gens s'arrêtent ou bien changent d'avis? Y a-t-il des difficultés qui se posent dans la continuité de ces gens-là, ou bien c'est une histoire de volonté des personnes concernées? Très souvent, typiquement, mais je vous dirais que c'est à l'échelle internationale. J'ai toujours dit que il y avait une règle à suivre, et c'est pour ça que on a commencé par la chanson de Al-Hajj Blade. Bien sûr. C'est la question de la persévérance. Bien sûr. Très souvent, les entrepreneurs, en tout cas, il faut bien scinder le moment où on a une idée d'entreprise et le passage à l'acte en essayant de la concrétiser. Malheureusement, il n'y a pas de baguette magique. Très souvent, on a, au bout des 10 ans qu'on a accompagné des porteurs de projets, on s'est rendu compte que, in fine, ceux qui s'en sortaient le mieux, c'est ceux qui avaient véritablement trouvé l'adéquation entre l'offre et la demande. Parce que quelque part, quelle que soit la création d'entreprise que vous faites dans le monde, c'est la rencontre de l'offre et de la demande qui est le marché. Bien entendu. Alors, parfois, pourquoi il y a eu des échecs? Très souvent, il y a des problèmes d'associés, par exemple, qui fait qu'au départ, on n'est pas tombé forcément sur le bon associé. On comptait sur une personne qui allait nous aider à développer le projet, et en cours de route, malheureusement, elle nous a abandonnés. Parfois, on a eu l'idée du projet, mais très souvent, il y a le problème de la transition. Concrètement, quand vous êtes ici, vous avez envie de créer votre entreprise, vous êtes parfois salarié, et vous n'êtes pas trop sûr de faire le basculement de l'autre côté. Donc malheureusement, il y a des abandons en cours de route, parfois familial, parce que c'est un choix familial aussi. Quand vous avez des enfants, que vous êtes marié, que vous devez changer de pays, parfois il y a des incompréhensions parce que le timing n'était pas bon. Mais très souvent, je m'affectionne de dire que l'accompagnement est très important. Côté marocain, Sébastien, côté marocain, y a-t-il des aides, y a-t-il des institutions qui vous soutiennent vous-même, c'est-à-dire l'association, pour épauler ces porteurs de projets? Alors nous, on a développé toute une série de partenariats avec des établissements bancaires. Concrètes, je parle des partenariats concrets. Oui, avec bien entendu, pour que l'association tourne, on a besoin de partenaires, à la fois financiers, mais aussi institutionnels. Et quelque part, à travers ces années, on a développé un réseau de relations très intéressant qu'on fait bénéficier à nos porteurs de projets. À savoir que on a une chance extraordinaire, c'est que dans un pays comme le Maroc, nous avons des institutions dédiées aux Marocains résidant à l'étranger. On a un ministère des Marocains résidant à l'étranger. On a la fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger. On a le centre consultatif des Marocains résidant à l'étranger. On a toute une palette d'institutions dédiées. Mais pour la création d'entreprises, si on veut parler uniquement de la création d'entreprises, on a un outil qui s'est développé, qui s'est avéré très intéressant, c'est les centres régionaux d'investissement. Donc très souvent, les porteurs de projets, on les oriente aussi vers les centres régionaux d'investissement de la région dans laquelle ils vont créer leur entreprise. Et c'est une mine d'informations extraordinaire dans la mesure où ils connaissent parfaitement leur territoire. Et ce qu'on a remarqué très souvent, c'est que il y a une affection du territoire d'origine, même dans la création d'entreprises. Alors, et très souvent, vous allez avoir des gens originaires de Oujda, par exemple, qui auront une volonté
de développer le projet plus vers Oujda parce qu'ils ont un réseau familial, parce que très souvent vous avez une affection sur le territoire et vous avez une connaissance beaucoup plus fine du territoire dans lequel vous êtes originaire, parce que faut bien comprendre que nous sommes, pour ma part, je fais partie de la 2e génération, donc notre enfance a été bercée sur des allers-retours quotidiens, annuels, on va dire, pendant les grandes vacances entre la France et le Maroc et plus précisément notre région d'origine. Donc nous avons une connaissance beaucoup plus fine du territoire dans lequel nous sommes originaires et par conséquent, lors de la volonté de création d'entreprises, nous avons une tendance à aller vers ce territoire d'origine et bien entendu, du fait qu'on a fait ces allers-retours annuellement, on a développé aussi un réseau de contacts dans ce territoire. Pardon, peut-on parler d'une évolution de la relation des Émireux, donc des Marocains résidant à l'étranger, franco-marocains ou marocains tout court, avec leur pays d'origine, parce que dans le passé, il y a cet attachement par rapport à la région. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est cette génération pays qui est liée par rapport à ces régions d'origine. Est-ce qu'on peut parler d'une évolution dans la mentalité et aussi une évolution de la relation des Émireux avec leur pays d'origine? Alors oui, effectivement, c'est un sujet très important, celui de la relation de la diaspora du pays avec le pays lui-même. Donc on a assisté pendant la première génération, comme vous l'avez bien dit, à on va dire, l'achat typiquement immobilier, le transfert de fonds qui a pendant des années un petit peu guidé cette relation entre la diaspora et le pays d'origine. Et effectivement, si on repart sur nos parents, en fait, quand ils venaient d'arriver, ils étaient connectés et en fin de compte, c'était un petit peu la tête de la locomotive de la région et de leur village. Donc effectivement, tout ça, ça a évolué. Parce que déjà d'une, il y avait le niveau d'éducation, effectivement. On a eu la chance, et je tiens à le remercier quand même, que ce soit le Maroc et la France, d'avoir commencé à éduquer leur population, qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une logique forcément uniquement de transfert de fonds et de transfert et d'achat immobilier, mais nous rentrons progressivement dans une contribution beaucoup plus évoluée vers, en termes d'investissement, en termes de création d'entreprises et en termes de transfert de connaissances et de compétences. Donc effectivement, on va prendre des exemples typiquement. La filière au niveau aéronautique, l'émergence du secteur aéronautique au Maroc, il a en tout cas, c'est un membre de la diaspora qui était à l'époque vice-président de Boeing à Seattle, qui a joué un rôle très positif pour le lancement et pour le développement de cette filière. Donc effectivement, progressivement, on se rend compte qu'à l'instar d'autres pays, on va prendre l'Inde par exemple, le développement du secteur des technologies et de l'information, donc de tout ce qui est informatique, a été encouragé par le retour de la diaspora indienne. Et au même titre que maintenant, on se rend compte, comme je vous ai donné l'exemple du secteur de l'aéronautique, mais de plus en plus dans différents secteurs, la mobilisation de la diaspora entraîne ce transfert de compétences et de projets innovants qui sont cruciaux pour les années à venir et le développement de nouveaux secteurs pour les années à venir. الله يرحمه ويوسع عليه سي محا الحسين الشيبان المايسترو المغربي الشهير. C'est Karim, donc on continue notre discussion par rapport à ce rôle qu'ils peuvent jouer, parce que maintenant on passe à
des compétences, des générations qui s'est bien imposées aussi dans la société française. On trouve des élus, on trouve aussi des chefs d'entreprise, mais aussi des cadres très influents dans la décision ici en France. Comment vous voyez ce gros chantier que le Maroc porte, sous l'égide bien sûr de Sa Majesté qui pousse ce beau pays à franchir des obstacles et d'être parmi les grands de ce monde. Et cette notion de la coopération sud-sud, quel rôle peut jouer les MRE ou les franco-marocains, compétences notamment comme tremplin avec leur pays d'adoption, la France? Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des exemples phares de membres et d'associations de la diaspora qui ont joué un rôle important dans le développement et de secteurs d'entreprise dans leur pays d'origine. Donc je vous avais cité tout à l'heure l'Inde avec les technologies de l'information, mais typiquement je pourrais vous dire aussi que le saumon au Chili a été développé par des associations de la diaspora. Donc mon souhait, c'est Karim, c'est le côté marocain. Bien sûr, je vous donnais un petit peu quelques exemples. Donc effectivement, tout à l'heure je vous ai cité l'exemple de l'aéronautique. Donc comment le rôle du MRE ici qui est basé, qui a développé une certaine expertise, très souvent vous avez une relation triangulaire, on va dire, entre la France, le Maroc, qui est la porte d'entrée de l'Afrique. Donc très souvent, quand vous avez parlé de la coopération sud-sud, beaucoup d'entreprises ici en France commencent à regarder la diaspora marocaine en tant que relais de croissance aussi pour leurs entreprises. Donc ils partent du principe que c'est un win-win. On part sur un rôle gagnant-gagnant des deux côtés. Bien entendu. Donc s'appuyer sur la diaspora, pourquoi ? Parce qu'elle a une connaissance beaucoup plus fine du territoire marocain et africain en règle générale qu'une personne qui était restée en Europe. Donc nous, on est quelque part des ambassadeurs, des profils, oui, et des profils hybrides. Bien sûr. Comme les voitures mi-électriques et donc nous, le fait qu'on ait fait ces allers-retours pendant des années fait qu'on a réussi un petit peu à comprendre la façon avec laquelle faut échanger, comprendre aussi la culture de ces pays-là, et nous sommes en fait quelque part un lien très intéressant pour des entreprises aussi européennes qui de plus en plus s'appuient sur les compétences de la diaspora de ces pays-là. D'où la diplomatie parallèle. Exactement. Donc on va prendre un autre exemple. Moi j'affectionne l'aéronautique parce que c'est un secteur auquel on parle pas trop au Maroc, mais qui est en train de se développer à une vitesse grand V et qui se porte très très bien. Malgré on pourrait dire la crise économique qu'on vit depuis un certain nombre d'années, il y a quand même des secteurs qui se portent très bien. Et si on reprend l'exemple par exemple de Bombardier qui s'est développé au Maroc, et c'est une compétence de la diaspora marocaine qui a été un enjeu et en tout cas une personne clé pour le développement de cet investissement dans ce pays-là. Mais au-delà de ça, nous, au sein de Maroc Entrepreneur, on essaye aussi de sensibiliser la diaspora sur des thématiques auxquelles elle ne pense pas forcément. Parce que parfois, un des freins tout à l'heure, pour revenir à la question des freins, c'est qu'il y a un manque parfois d'information. Le Maroc aujourd'hui est en train de développer toute une politique de plan dans un certain nombre de secteurs, et je vous prendrai que le dernier qui est puisqu'on est en France, on a vécu la COP 21 et la COP 22 qui va avoir lieu à Marrakech, le secteur des énergies renouvelables. Et Sa Majesté a inauguré le projet Nour à Ouarzazate, qui est une première mondiale, et qui en fait, quelque part, le début de tout le développement d'un nouveau secteur qui est celui de la transition énergétique, sur lequel peut-être que les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui ont une expertise dans les énergies renouvelables, dans les énergies donc solaires, éoliennes, hydroélectriques et encore beaucoup plus large, et pourraient peut-être faire participer au développement de ce nouveau secteur où le Maroc voudrait se positionner et vraiment peut-être sera un incontournable dans les années futures.
Et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Pour la raison pour laquelle je dis toujours, essayez de vous renseigner autour de vous, parlez de vos projets. N'hésitez pas à rencontrer les différents acteurs associatifs ici en France, mais n'hésitez pas aussi à rentrer en contact avec les différentes institutions au Maroc. Bon, je vous ai parlé des centres régionaux d'investissement. Vous avez aussi l'Agence marocaine pour le développement des investissements. Vous avez Maroc PME, donc l'agence dédiée aux PME. Et vous avez toute une mosaïque d'institutions qui sont là pour vous orienter. Et on va pas vous cacher qu'aujourd'hui, il y a une bataille internationale au niveau de la création d'entreprises, des créations d'emplois. Chaque pays essaye de développer, mais on a choisi certains secteurs clés au Maroc dans lesquels en fait on a une valeur ajoutée et on a une expertise qui pourrait faire des années futures véritablement un pays dans lequel on pourrait développer, comme je vous ai dit, les énergies renouvelables. C'est un secteur auquel je crois... Bien sûr, tout ce qui est en relation avec la durabilité, voilà. Donc, que ce soit le secteur, soit même à la construction ou autre. Mais j'ai une question directe, Sikarim, parce que je pense, je ne sais pas si ça rentre dans la stratégie de Maroc entrepreneur ou pas, y a-t-il une ouverture de l'association envers les entreprises françaises? Alors effectivement, nous, c'est pas dédié exclusivement aux MRE, aux Marocains résidant à l'étranger. Nous sommes ouverts sur tout type de personnes qui est intéressée par développer une entreprise au Maroc. Et on est aussi ouvert, bien entendu, sur les entreprises françaises. Parce que pourquoi j'ai dit ça, ce n'est pas Odin, en toute sincérité, parce que avec votre réseau, avec vos compétences, moi, je pense, s'il y a matière de s'adresser, de se rapprocher avec les grandes entreprises françaises qui souhaitent se développer au Maroc, il y a possibilité de proposer ces cadres qui peuvent être aussi des VRP, des éclaireurs, des commerciaux, dans leur pays d'origine, le Maroc, et ça permettra un petit peu d'appuyer l'action de Maroc Entrepreneur sur le côté marocain. Pas que la personne avec son projet qui va chercher un partenaire marocain, mais il vient aussi avec une entreprise française qui souhaite aussi se développer, ce qu'on est en train de travailler ici sur le territoire de Rhône-Alpes, qui souhaite s'installer au Maroc, mais avec des compétences franco-marocaines qui sont déjà triées chez vous. Donc c'est très intéressant de créer cette relation, coopération entreprise française et entreprise ou institution marocaine. Oui, bien entendu que, comme je vous ai dit au préalable, on essaye de développer un certain nombre de partenariats avec beaucoup d'institutions qui existent déjà, les chambres de commerce françaises, qui fait un gros travail aussi entre les relations Maroc-France et les entreprises France-Maroc. Et effectivement, nous avons un vœu pieux au sein de Maroc Entrepreneur, c'est de passer le cap de la professionnalisation. Car pour l'instant, nous sommes encore une association bénévole et nous sommes persuadés, au vu des demandes qui s'accroît de jour en jour sur la volonté d'entreprendre au Maroc, parce que je vous cache pas que au-delà du Maroc, c'est le continent africain qui est visé. Et au vu des taux de croissance dans les années à venir, beaucoup d'entreprises, que ce soit de particuliers, que ce soit entreprises françaises, entreprises internationales en règle générale, comptent beaucoup sur le Maroc pour être un relais de croissance dans les années à venir. Donc nous, bien entendu, à notre niveau, on essaye de mettre en relation. Parce que même si nous n'avons pas les compétences en interne, très souvent, il y a des organisations auxquelles on ne pense pas. La CGEM, qui joue aussi un rôle très important, qui est le patronat marocain. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de relations entre la France et le Maroc, entre ces différentes organisations. Ma dernière question, Sébastien, parce que le temps presse, elle est 14h, presque 44 à 45. Maroc Entrepreneur, elle est parisienne. Comme vous le savez, la diaspora marocaine, elle est partout, surtout ici en France. Donc j'espère bien qu'un jour, nous aurons la chance d'avoir une entité sur la région Rhône-Alpes ou ailleurs. Et ça permettra aussi de donner une chance inouïe à ces compétences qui sont partout, qui ne demandent que d'être épaulées et appuyées par des professionnels comme votre association.
Oui, en effet, c'est vrai qu'il y a une grosse demande à travers toute la France, mais aussi au niveau international, de structures en fait sur lesquelles on peut s'appuyer, parce que je vais vous dire, malgré que aujourd'hui on assiste à la transformation digitale, parce qu'il y a le numérique, on pourrait dire que est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une structure à Lyon, à Nantes, etc. Alors qu'aujourd'hui, avec les moyens technologiques dont on bénéficie à travers les plateformes, à travers l'Internet, mais c'est vrai que moi je dirais plus que l'organisation d'événements à Lyon, par exemple, à Marseille, à Lille, aujourd'hui, il y a une volonté de mettre un peu plus d'humain que de la technique. On a une volonté de rencontrer les gens pour échanger. Parce que chaque cas est particulier. Bien entendu. Donc, bien entendu, nous allons réfléchir et nous sommes preneurs de toute. Bien sûr, bien sûr. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Une association comme la vôtre, c'est une mine d'or pour les compétences. Il faut l'admettre aussi. Et le contact humain, le rapprochement, l'assurance plutôt, parce que souvent c'est un problème d'assurance. La personne, il faut qu'il se sente assuré et comme quoi il est entre des bonnes mains pour tenter une aventure. Sont nombreux aussi. Il ne faut pas oublier sur la région Rhône-Alpes, on est sur la deuxième région de France, sur le deuxième pôle métropolitain quand même. Donc on est sur un carrefour de l'Europe. Donc il y a des. Je parle de ma région là où je suis. Il y a des compétences qui ne demandent que ça, des gens de bonne volonté qui veulent travailler pour la promotion de leur pays d'origine, mais aussi par rapport à leur pays d'adoption. Si Karim, marhaban bik le salon Savinour, donc comme vous le savez, le salon de la ville des deux rives de la Méditerranée, soit à vous, soit l'association Maroc Entrepreneur. Il y a un grand nombre de professionnels qui seront présents, des décideurs à l'échelle internationale qui vont être présents. Et l'idée, c'est de permettre aussi ce brassage pour les générations futures, pour leur permettre de rentrer en contact avec des pros, rien que des pros. Et on vous dit à très bientôt, c'est Karim. Au plaisir de vous rencontrer et au plaisir de faire encore d'autres émissions avec l'association Maroc Entrepreneur. Merci à vous, merci à tous les auditeurs. Marhaban, c'est Karim. Wa ila liqa. بقات لي بعض الدقائق القليلة بهذه المناسبة الغالية، وسوف نبقى على اتصال مباشر مع الأغنية الجميلة، الأغنية الشعبية، الأغنية المعبرة. ومن عبدة ننتقل إلى أرحامنا ومع عبد الله البيضاوي. يا
في إطار النكتة المفيدة والنكتة المعبرة، نبقى مع أحد أعمدة الحلقة المعروف بالاسم المسمى القراع، وهو الاسم الحقيقي سياسين الرقراقي، وهذه الكلمة الموجهة من طرفه إلى الجالية المغربية. الناس في الغربة الله يجيبهم على خير. أنا الرقراقي الياسين ناقب بالقراع، تنسكن في حي قوب النصر الرباط، وتندي هذا الكلام الناس أهل الغربة كلهم معنا. بسم الله غادي نبداو أسيدي. زيانة البلاد، زيانة أخوتي البلاد، البنيزين والديون جداد، الموت الدولة في كل بلاد، عيش المسكين وتمتع تمو الولاد. هذا المعنى تقول لي الزين، سمعوا سيادية الكلمات. الجمال، الجمال سمع هذا المعنى الجمال. وخدت بالك العودة صراحة مع البقرة في الحصيدة ونرى ولد السرود. يمشي الجمال ويبقى العمال. الخزانة ما نقدم على القيطون، والهيشر ما يدير الجمر، ولا مازال ما دارت الغزال ودير ما يسيد النمر وفاهم يفهم. كلها والقريمة ديالته سمع الكلام عليها ديالها، كلها يمشي على قياسه. هاد النكتة اللي غادي نقول لكم كلين شحال من واحد دابا تيقول ليه فلان مزيان، الاخر تيقول ليه حنا كاع على 9 اشهر باش شايتنا هو، حنا راه كاع ولا 9 اشهر وهني بقات كلها والقريمه ديالته. سمع الكلام عليها. الحيوان داروا جمعيه بغا يديروا سهره في الخارج. شكون بغا يسوق الطياره هو السبع. دار ما تقدر يخطب على الحيوان، تعرفوا رانا غاديين لبعد. واللي يعمل شي خدمه يقتل الفيلم ديالو، واللي يعمل شي مخالفه للبلاد ديالو يتحاسب. كون رجال عيط على الفيل قال لي انت تسربس الجمهور، عيط على الغزال قال لي انت تسقب لي الناس. وصلت الغزال نجوز وصلت ل 12 وهي تجي عند النسر، قالت لي تشحب الخاطر النسر، قال لي بغيت نجوجك اختي، قالت لي ما تشهجوم عليك انت نسر ديال الكلام. الحمار حداه في الجلسه، سمعوا المي حداه، جات عند الحمار قالت لي انت شو بغيتي؟ قال لي كنسر. وهكذا عليكم هذا دابا. قالت لي عند السبع قالت لي شي ناس خسروا معايا الهضره، قال لي شكون؟ قالت لي الحمار مع النسر. عيط على الفيل قال لي حول الشر تبقى ما يهودوا بجوج، تلاقاو جايين السما بجوج ويتحدى مع الحمار. قال لها تعرف تطير؟ قال لي لا. قال لي شدك الفضول وخايف الرش الحرير وابني مرق للسماء همو ما بيا وسول عليا والله ما خاف قالي انا هذا الشمعة اسكت انا بسيت العياس عليا وسول عليا وخايف الرش الحرير وابني مرق للسماء همو ما بيا وسول عليا والله ما خاف قالي انا هذا الشمعة اسكت انا بسيت العياس عليا وسول عليا جابني كيف الحمام ومغيرني ليل ونهار هكاك حناش ناكل وما يبال عليا وسول عليا وسول عليا جابني كيف الحمام ومغيرني ليل ونهار هكاك حناش ناكل وما يبال عليا واد الزرعية دمع الشباب كل ما رزق ما زاد عليه
Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche